Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éco-Débat sur Média TV qui a pour thème ce soir retard des pluies au Maroc. Est-ce une vulnérabilité de notre modèle de croissance? Gouverner, c'est pleuvoir. Cette expression, devenue célèbre, a été prononcée il y a de cela presque 100 ans par Théodore Stig, résident général au Maroc et successeur du maréchal Hubert Lyautey. Gouverner, c'est pleuvoir explique comment l'ensemble des équilibres économiques au Maroc peuvent être remis en cause par une sécheresse. Près d'un siècle après, eh bien, cette dure réalité est toujours d'actualité. Les retards de pluie inquiètent non seulement nos agriculteurs, mais aussi nos institutions de veille stratégique. Ainsi, les anticipations du Haut-Commissariat au Plan, le HCP, ne sont pas des plus encourageantes pour 2018, où la croissance devrait accuser le coup pour s'établir à environ 2% après une belle performance à 4% en 2017. Même son de cloche chez Banque Al-Maghrib, ce qui montre ou démontre donc la continuité de la forte dépendance de l'activité agricole des conditions climatiques. Et oui, nous restons à la merci de la clémence du ciel, une volatilité qui devrait avoir un impact limité puisque le secteur primaire, donc agricole, ne pèse pas plus de 15% dans notre PIB national. C'est faux, car l'impact indirect est beaucoup plus important puisque ce même secteur emploie 40% de la population active marocaine, sans oublier notre consommation en céréales. Le Marocain est le premier consommateur mondial de céréales, 173 kg par an, principalement de blé tendre. Sans pluie, nous en importons naturellement plus et donc notre facture d'importation s'alourdit. Voilà là encore une autre relation de cause à effet entre la pluie et la croissance globale de l'économie de notre pays. N'oublions pas que sur les 3 dernières décennies, beaucoup a été fait pour alléger cette dépendance à la pluie et les courbes croissance et activité agricole ne sont plus aussi rapprochées qu'elles ne l'étaient. Mais force est de constater que le poids de l'aléa climatique reste un fardeau pour l'agriculteur comme pour le citoyen lambda ou encore le gouvernement. Justement, le ministère de tutelle a annoncé des mesures exceptionnelles pour faire face au retard de pluie, sans oublier le plan Maroc Vert qui a été lancé en 2008 et qui vise à faire de l'agriculture le premier moteur de croissance de l'économie marocaine d'ici 2020. Quels sont les fruits récoltés par le plan Maroc Vert jusqu'aujourd'hui et notamment avec des années de sécheresse? Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons tenter de labourer les options qui peuvent nous aider à sortir de cette dépendance à la pluie en compagnie d'experts de mes 2 invités ce soir. Professeur Larbiz Gdoudi, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes expert en agriculture et enseignant à l'Institut vétérinaire et agronomique, l'Institut Hassan II de Rabat. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Également, sur ce plateau, en face, Monsieur Ahmed Ouiache, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc, vous représentez la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader, dont vous êtes le président. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors tout d'abord, la question que tout le monde se pose au Maroc, est-ce qu'aujourd'hui, ce retard de pluie est-il inquiétant, messieurs? Ahmed Ouiache. Donc le retard de pluie, il est là. Il est constaté par tout le monde, par les pouvoirs publics. Les agriculteurs le vivent au quotidien. C'est un retard qui certainement va avoir des répercussions, malgré les pluies tardives que le Maroc a enregistrées dernièrement. C'est des pluies, pour le moment, ça a redressé un petit peu la situation, mais notre espoir, c'est de voir l'arrivée d'autres pluies. Naturellement, ce retard va avoir des répercussions négatives sur pas mal de choses, notamment les réserves du barrage qui sont déjà à un niveau inquiétant, il faut le dire, il faut le souligner. Également, au niveau de l'installation de la culture céréalière, qui est la plus importante au niveau de la SAU, la superficie agricole utile, puisque cette superficie représente à peu près dans les 70 à 75%. Et donc ce retard nous inquiète, il inquiète les opérateurs et comme l'édito l'a très bien souligné, il va avoir certainement des répercussions négatives au niveau de la croissance et ça bien sûr a été souligné par le HCP et par Banque Al-Maghrib. Mais d'un autre côté, il faut également reconnaître que les dernières pluies ont amélioré un petit peu la situation, disons,
d'une manière relative. Aujourd'hui, les agriculteurs travaillent leur sol, ils sont en train de semer et j'espère que nous allons redresser la situation et nous restons optimistes. Pourquoi nous restons optimistes? Il faut pas, nous avons toujours en mémoire la campagne passée parce que pratiquement nous avons démarré à peu près dans des conditions aussi défavorables et ça ne nous a pas empêché, c'est-à-dire les agriculteurs, parce que ce sont les agriculteurs qui sèment, ce sont les agriculteurs qui récoltent, ça ne nous a pas empêché de faire quand même une campagne assez satisfaisante, puisque la pointe des 100 millions de quintaux, nous l'avons approchée. Alors, nous l'avons approché pour l'année 2017, qui, rappelons-le, a été une année exceptionnelle en termes de pluviométrie. Professeur Zegdouni, est-ce que vous partagez cet optimisme qu'évoquait Ahmed Ouaillache à l'instant? Oui. Oui, dans la mesure où, d'après les informations que j'ai pu personnellement recueillir au sujet de l'état d'avancement de la campagne céréalière, pour qu'on soit précis, parce que le sujet, c'est la céréaliculture, pas autre chose. Au stade d'aujourd'hui, les indicateurs disponibles semblent, indiquer qu'on ne fera pas une année exceptionnelle, une excellente campagne céréalière, pour une raison toute simple, c'est que si les semis sont en cours d'achèvement, pratiquement, mis à part quelques zones, quelques régions, l'état d'avancement des emblavements et donc de semences se déroule correctement, pour l'instant, de manière globale, malgré quelques zones où il y a quelques petits retards. Mais ce qui est entamé, c'est le cycle des cultures céréalières. C'est-à-dire que le développement des cultures devra, pourvu qu'il pleuve, assez vite, se déroulera sur un cycle plus court. Alors, il n'y a que les céréales qui sont impactées à ce jour, professeur Zegdouni. C'est le gros de la SAE. Ahmed vient de dire, ça représente 60% de la superficie agricole utile du pays. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? 60% de la superficie agricole, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme, oui. C'est pour ça que l'impact, quand on parle de la dépendance de l'agriculture, de la pluviométrie, qui se répercute forcément sur les performances de l'économie nationale dans son ensemble, il faut être encore plus précis. C'est la céréaliculture qui est en jeu, qui pose cette problématique. C'est la céréaliculture, pas le reste. Oui. C'est la céréaliculture qui fait qui reste fortement dépendante de la pluviométrie, fait que, en bonne année céréalière, pluvieuse céréalière, on a de bonnes performances de produits intérieurs bruts agricoles, du PIB, et donc de la croissance de l'économie nationale. Donc c'est la céréaliculture. Mais, pour répondre à votre question, les échos que j'ai eus, les informations que j'ai pu collecter par-ci par-là, semblent indiquer que jusqu'à aujourd'hui, les agriculteurs restent sereins, dans la mesure où... Ah oui, donc il n'y a pas d'inquiétude du côté des agriculteurs. Ils restent sereins. C'est la mentalité de notre paysannerie. C'est des gens qui croient beaucoup, qui restent, j'allais dire, pourvus que ça ne peut se poursuivre pas de cette manière-là, sans climat, sans eau. Mais jusqu'à présent, la preuve, c'est que les agriculteurs sont en train d'achever la mise en place des céréales. Donc ils sont confiants. Ils ont confiance. Il y a même un gap de temps où il est encore permis, d'après les spécialistes que j'ai pu consulter, des agronomes notamment, des spécialistes des céréales, des agriculteurs, praticiens de la céréaliculture, ils estiment qu'il y a encore un gap de temps d'attente. On est d'accord que la semence, normalement, enfin l'année agricole, notamment en céréales, commence à la mi-octobre, n'est-ce pas? Cette année, il y a un retard, justement. Même s'il pleut, est-ce que ça aura un impact, Ahmed Ouaillache? Je partage parfaitement l'analyse du professeur Zegdouni et je complète juste par dire que la céréaliculture, le fonctionnement de cette plante est un petit peu particulier. Parce que la céréaliculture, surtout cette plante céréale, le parcours est long, ça se déroule sur 6 à 8 mois. C'est comme une course d'athlétisme, donc de 10 000 mètres, quand on part, on donne le coup d'envoi, on part toujours pour battre les records. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture, enfin disons le pouvoir public, c'est-à-dire le gouvernement, il a réuni toutes les conditions pour réussir. Donc si la pluie est au rendez-vous, nous allons faire un record. Et à chaque fois que nous progressons dans la campagne, nous savons à peu près comment ça va être donc l'accouchement de cette gestation. Donc aujourd'hui, comme il l'a dit Zegdouni, c'est que déjà aujourd'hui, on peut dire que peut-être nous n'allons pas avoir beaucoup de paille.
Peut-être que le talage, je m'excuse de rentrer un petit peu dans la technique, Non, mais le talage, c'est quoi? Une graine donne plusieurs pieds. Oui. Donc peut-être que le talage, ça dépend des variétés, il va donner moins d'épis. Donc déjà, une production moindre. Enfin, s'il y a moins d'épis, il y a moins de blé. Vous l'avez très bien dit, voilà. Nous n'allons pas avoir une année record. Et je pense même les pouvoirs publics... On ne parle même pas de record. Est-ce qu'on aura déjà peut-être... On aurait en tout cas une année correcte. Plus de 80%, pour ne pas dire 85% de la culture céréalière se fait hors périmètre irrigué. Donc on ne maîtrise pas donc, la conduite de la culture, on ne maîtrise pas le déficit hydrique. Donc on est à la merci. C'est valable pour nous, c'est valable également pour tous les pays du pourtour méditerranéen. Les Français et les Espagnols n'arrosent pas, ils n'irriguent pas la totalité de leur céréaliculture. C'est comme ça. Donc après, on peut compléter la question en avançant. Disons, en essayant de décortiquer un petit peu ce qui apporte ce plan Maroc vert pour améliorer cette situation, pour ne pas qu'on ne reste pas un petit peu prisonnier et donc rester tout le temps les yeux fixés au ciel pour connaître donc la couleur de la croissance. Est-ce qu'il y a d'autres options, professeur Zghdouni, vu que vous parlez justement d'autres options au lieu de rester à fixer le ciel, comme l'a si bien dit Ahmed Iache? Est-ce qu'il y a d'autres options pour sauver ces récoltes? Pour d'abord peut-être aller jusqu'au bout de la première partie de notre échange sur l'état d'avancement de la campagne agricole, j'ai dit que les agriculteurs, valeurs d'aujourd'hui, restent globalement sereins et il est même permis de garder encore un espoir pour un gap de temps. C'est-à-dire l'état actuel de l'avancement, de la mise en place des cultures céréalières laisse penser qu'on peut encore attendre 2 semaines à 3 semaines. Très bien. C'est-à-dire il y a encore un gap de temps. Une marge pour rattraper. Globalement, mais on ne rattrapera pas, comme l'a dit Ahmed, on ne fera pas une excellente production céréalière cette année, c'est évident. Exactement. Et donc, il l'a si bien dit, c'est que la céréaliculture, il a cette particularité dans notre pays, elle reste quasiment à 85%, voire moins plus, dépendante des conditions climatiques, notamment de la pluviométrie. Donc c'est une culture d'abord, en grande majorité, des zones d'agriculture de bourg, de pluvial. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, qu'aurions-nous dû faire pour ne pas rester en permanence sous cette forte dépendance de la céréaliculture et donc de l'agriculture et donc de l'économie nationale? De la céréaliculture, il y a quand même une question qui doit nous interpeller. Pourquoi justement Une question un peu naïve. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer de modèle agricole et ne pas dépendre autant de la céréaliculture avec des produits peut-être à valeur ajoutée qui peuvent nous permettre d'en exporter? Après, c'est vraiment une question que je me pose. Et rester moins dépendant des céréales, même si, je le rappelle, comme je l'évoquais dans mon édito, nous restons le premier consommateur de céréales au monde, avec 173 kilos par an. Est-ce qu'on ne peut pas penser à un autre modèle aujourd'hui, professeur Zghdouni? Globalement, à travers l'histoire récente du pays, pratiquement depuis son indépendance et surtout depuis la fin des années 60, avec le démarrage, le lancement, avec fermeté, continuité, envergure, le programme d'équipement hydro-agricole, notamment ce qu'on a appelé la politique des barrages ou la politique, si vous voulez, justement, c'est le choix qui a été fait. C'est là on a une marge de progrès substantielle, on a investi, notamment en mettant le paquet sur le développement de l'irrigation. Donc l'option qui a été prise, c'est d'abord de privilégier, je ne dis pas de ne faire que ça. Disons que le gros de l'effort des pouvoirs publics a été alloué à la mobilisation des ressources en eau superficielles, de manière à intensifier au moyen de l'irrigation là où le potentiel le permettait. Sauf que ce modèle et le plan Maroc vert, qui a démarré depuis 2008, est venu appuyer cette option. Quand on analyse les efforts qui ont été faits, ils sont considérables. Les budgets, les ressources financières, budgétaires de l'État allouées au plan, on n'a jamais vu auparavant un effort aussi important
en faveur du secteur agricole. Exact. Le budget a été multiplié pratiquement par 3 à 4 fois par rapport aux années, par exemple, début des années 2000. Exactement. Donc l'option qui a été faite, justement, 4% du budget de l'État. C'est d'investir sur des cultures d'exportation, soi-disant qui procurent une valeur ajoutée plus importante que les céréales. Oui. Et même le diagnostic qui avait été fait en préparation au plan Maroc vert avait considéré que la céréaliculture ne représentait que 17% de la valeur ajoutée du secteur agricole. Mais la question qui doit nous interpeller, comment se fait-il qu'avec une si petite part relative de la valeur ajoutée de cette filière céréalière, et pourtant, dès que la céréaliculture éternue, c'est toute l'économie nationale qui se grippe. Donc il y a quelque chose à regarder. Comment se fait-il qu'on opte pour un modèle qui, globalement, n'avait pas, je ne dis pas à totalement négligé, mais quasiment, la céréaliculture, parce que quand on examine le programme mis en œuvre dans le cadre du plan Maroc vert, quand on examine ce qui a été alloué à la céréaliculture, notamment en zone pluviale, ce n'est pas significatif. Donc il faut le choix. Vous pensez qu'il faut faire pour répondre à votre question, oui. C'est le choix qui a été fait. Oui. On a privilégié des cultures à haute valeur ajoutée aux dépens, entre guillemets, de la céréaliculture en particulier. Et donc voilà le résultat. Le choix qui a été fait ne nous permet pas d'être à l'abri des contre-coups de la pluviométrie. C'est un constat, il est là, objectif. Très bien. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on aurait dû faire, mais plutôt, moi je préfère qu'on regarde l'avenir. Faire pour l'avenir, voilà. Les perspectives. Qu'est-ce qu'il faudrait imaginer comme démarche, comme approche, comme programme, comme choix de modèle, de manière à permettre au pays de réduire. Et pour moi, il faut investir sur les zones pluviales, sur la céréaliculture, et on peut rentrer dans les détails de quelle manière. Comment, exactement. Comment, etc. Ahmed Ouayesh. Oui, c'est juste pour compléter ce qu'a dit le professeur Zgdouni. Donc, dire quoi? Dire que le plan Maroc vert, il faut préciser qu'il n'est pas parti du néant, il n'est pas tombé comme ça. Donc, c'est un plan qui est adossé à pas mal de plans sectoriels qui ont démarré depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, l'un des grands projets qui a vu le jour avant le plan Maroc vert, c'est le rapport de Cinquantenaire, dont le professeur Zgdouni d'ailleurs a été membre donc, du comité qui s'est penché sur cette question de développement dont l'agriculture faisait et fait toujours partie. Alors le plan Maroc vert, quand il a démarré, il avait donc une stratégie qui était claire. D'ailleurs, il faut tout de suite aussi préciser que le plan Maroc vert, ce n'est pas uniquement le ministère de l'Agriculture, il y a aussi les professionnels qui sont là, qui ont été associés pour faire d'abord l'état des lieux, faire un diagnostic et à partir de là, donc mettre en place donc, les grandes orientations. Donc, et à l'époque, il faut d'abord partir du plus simple pour arriver au plus complexe, au plus compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait à l'époque, au moment du démarrage du plan Maroc vert, une réserve foncière extrêmement importante. Ce sont les ex-terres de Sodea Sogeta, avec quand même une superficie énorme, dont la majorité elles sont dans des périmètres irrigués. Et d'ailleurs, ce n'est pas compliqué. Ces terres ont été donc gérées par les colons, puisque vous avez parlé d'ailleurs de l'IOT, pleuvoir, gouverner se pleuvoir. Et je vérifie en passant que, enfin, je précise en passant que c'est pas Stig qui a dit pleuvoir, gouverner ce pleuvoir, ce qui est arrivé en 1925. Il y avait une sécheresse qui a coïncidé avec l'arrivée de l'IOT en 2012-2013, et c'est l'IOT qui a dit gouverner ce pleuvoir. C'est juste pour la parenthèse que je ferme très rapidement. J'ai très bien recherché la question. Il y a effectivement, bon, ce n'est pas la question du débat aujourd'hui, mais effectivement, il y a eu débat sur qui a effectivement sorti cette fameuse citation. Eh bien, j'ai le regret de vous informer, Monsieur Ouayesh, que c'est effectivement le successeur du maréchal Lyautey qui a cité cette citation. Après, nous pouvons en parler après l'émission. Moi, je suis agriculteur, je ne suis pas historien. Dites-moi. Donc, je continue sur le sujet qui m'intéresse et où je pense que j'ai des choses à dire. Oui, naturellement. C'est pour cela que je dis. Donc, le plan Maroc vert, quand il est parti, donc on est parti pour mobiliser cette terre et naturellement, quand il y a de l'eau, on s'oriente plus vers des cultures à très haute valeur ajoutée, destinées d'abord, il y a des investissements
énorme et destiné à l'exportation. Mais cela n'a pas empêché donc, le maître d'œuvre du plan Maroc Vert de penser aux cultures, donc les cultures principales, telles que la céréaliculture, mais le plan Maroc Vert prévoit et a prévu dans son évolution qu'il va y avoir une réduction. D'évolution, quelle est la... Justement, je vais y arriver. Voilà. Je vais y arriver. Le plan Maroc Vert, il a prévu, après un diagnostic, et tout le monde le sait, qu'on doit réduire cette superficie céréalière, passer de 5,5 millions d'hectares de superficie pour arriver à 4,2 millions. C'est-à-dire là où c'est possible, et avoir un minimum d'eau. Parce que là, quand il y a l'eau, il faut valoriser le mètre cube d'eau. Donc là où on peut faire la reconversion, et on est en train de le faire, dans le cadre de MCA, c'est-à-dire le programme qui a été Millennium Challenge, que ce soit des programmes spécifiques au ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire mettre l'arboriculture à la place de la céréaliculture dans pas mal de zones, c'est-à-dire l'amandier et l'olivier. Et pourquoi pas, et ça c'est ça ce qu'on a l'espoir que ça se fasse, c'est pour certaines zones où même la céréaliculture n'est pas rentable. Parce que c'est tout à fait normal. Donc, il faut prévoir quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire alors que l'objectif du plan Maroc Vert et même du plan, de plan et un côté social, c'est donc empêcher l'exode rural. Qu'est-ce qu'on va mettre pour ces gens-là à la place? C'est des gens donc, qui vivent la sécheresse. Parce qu'on parle aujourd'hui de sécheresse ou de retard de pluie. Mais il ne faut pas oublier que dans des zones, ils connaissent le retard, ou pour ne pas dire la sécheresse, 3 années sur 5. Tout ce qui est au sud de Casablanca. Et maintenant, on dit, la sécheresse, parce que même le Harb est touché, Mlouia est touché, tout est touché, donc, donc tout le monde est interpellé. Donc, cette reconversion, elle est en train de se faire d'une manière, la cadence, elle est respectée, et je pense qu'on va quand même accélérer le pas pour faire cette reconversion. Et pourquoi ne pas, dans le cadre, aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, il a le portefeuille de développement rural et des eaux forêts. Pourquoi ne pas créer donc des périmètres pastoraux dans ces zones-là, c'est-à-dire en intéressant la population, parce que la reconversion ne se fait pas par un arrêté ministériel. Il faut d'abord mobiliser les populations, il faut les convaincre. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi donc créer des périmètres pastoraux? Mettre de la forêt aussi possible, parce que le Maroc reste le pays le moins arboré au niveau de la foresterie par rapport à tous les pays du pourtour méditerranéen, exception bien sûr la partie vers l'Est, ça c'est un autre sujet, etc. Donc moi je pense que les choses ils sont en train donc de se faire donc correctement, et c'est une question de temps. Et il y a autre chose aussi, quelque chose qui est extrêmement important, il l'a dit professeur Zghdouni, c'est qu'il y a la mobilisation de l'eau. La mobilisation de l'eau, il s'est fait essentiellement il y a une vingtaine d'années, c'est la construction des grands barrages qui ont été complétés par les barrages collinaires, donc les choses se passent normalement. Et le ministère de l'Agriculture a annoncé récemment qu'il va encore créer de nouveaux périmètres irrigués, mais disons, la gestion de l'eau reste le point le plus important. C'est-à-dire d'abord permettre la reconversion d'une irrigation traditionnelle. De techniques d'irrigation et de cette gestion de l'eau. C'est une question très très importante. Je veux juste avoir la réaction du professeur Zghdouni avant la pause pub. Ahmed a évoqué un certain nombre de points qui me paraissent essentiels à discuter davantage et en débattre. Il a évoqué la notion de reconversion, c'est-à-dire substituer à la céréaliculture, pas partout, dans certains périmètres qui ont été identifiés par les soins des services du ministère de l'Agriculture, notamment dans le cadre du Millennium Challenge, qui a été exécuté et que j'ai eu l'occasion d'évaluer ses performances à son achèvement. C'est moi qui étais chef d'équipe qui a évalué. Donc je sais très bien de quoi je parle. On avait fait une grosse enquête à travers toutes les régions concernées par ce programme. Quelles en sont les principales Alors justement, Ahmed a bien fait d'évoquer la reconversion qui indique clairement que l'option qui a été prise par les concepteurs et par la suite les promoteurs du plan Maroc Vert, c'est de considérer qu'il y a trop de céréales en termes de superficie, mais pas de production. Exact. C'est-à-dire que les superficies consacrées à la céréaliculture dans notre pays est anormalement élevée. Et ça fragilise encore plus dans la mesure où cette culture reste fortement dépendante des pluies. Alors l'option qui a été prise, le choix,
c'est de substituer, pas partout, mais une bonne partie. Il a parlé d'1 million d'hectares, Et 5 000, voilà, c'est cela. Alors, reconversion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je remplace une culture par d'autres. Dans le cas qui nous intéresse, l'option était prise pour substituer, remplacer des céréales par l'arboriculture fruitière, notamment l'olivier, en grande majorité, et de l'amandier. Mais il tarde à donner de la productivité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans, on avait introduit dans l'esprit des gens qui s'intéressent à la problématique du développement agricole et rural de notre pays, où là, le terme sécheresse est un terme tabou. On parle, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, on parle beaucoup de plus en plus de retard des pluies que de sécheresse, ou là, tabou. D'abord, je me demande si le terme reconversion, qui a été introduit par les soins des concepteurs, n'est pas aujourd'hui un terme tabou au sein des services du ministère. Elle lèche. En fait, ce qui s'est passé, nous reviendrons au pourquoi juste après la pause pub. Non, nous y reviendrons. Nous reviendrons au pourquoi de cette reconversion qui devient tabou selon professeur Zghdouni, juste après cette courte pause de publicité. Merci de rester avec nous. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui à cette relation de cause à effet entre pluviométrie et croissance. Juste avant la pause de publicité, professeur Al-Arbi Zghdouni, qui est un expert en agriculture sur ce plateau aujourd'hui avec nous, expliquait comment la reconversion des terres qui était en tout cas une option et la reconversion de terres agricoles céréalières vers des terres où on cultive de l'arboculture. Pourquoi aujourd'hui vous considérez que ce terme reconversion est un tabou? Ça commence à déranger les services du ministère dans la mesure où il n'y a pas eu reconversion. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de reconversion? Non, j'explique. Dans la conception initiale, on remplace les céréales par l'arboriculture fruitière. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça illustre à grande échelle, ce n'est pas des cas isolés. J'ai évalué le programme arboriculture fruitière de Millennium Challenge. On a fait près de 1000 enquêtes d'exploitation agricole. On a enquêté 200 organisations professionnelles agricoles, entre les associations des usagers des eaux agricoles et les coopératives, qui ont été créées dans le cadre de cette dynamique de Millennium Challenge. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça illustre, j'allais dire, l'approche techniciste qui ne prend pas le temps de diagnostiquer les situations sur le terrain. Et je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les agriculteurs ont accepté les plantations fruitières. À de rares exceptions, il y avait un engouement. Parfois même, les ministres, le projet était dépassé par rapport à la capacité, par rapport à la demande. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les agriculteurs, d'autant plus que les plantations sont entièrement prises en charge par l'État. Par l'État, oui. C'est de l'assistanat. On a passé 30 années à développer la culture participative de manière à responsabiliser davantage les agriculteurs dans la prise de décision et des choix et des investissements. On substitue à ça du jour au lendemain l'assistanat. L'agriculteur, on lui demande juste de mettre à la disposition des services du ministère son terrain, les terres. C'est l'État qui recrute les entreprises pour creuser les trous de plantation, qui finançait l'achat des plants, qui gardait les plantations pendant 2 années, qui les arrosait, etc. Et on livrait les plantations clés en main aux propriétaires fonciers. Qu'est-ce qui s'est passé? Les agriculteurs, ils ont laissé l'État faire les plantations. Quand ils ont repris leur terrain, ils ont continué. Et même ils l'ont fait avant même de recevoir, ils ont continué à pratiquer la céréaliculture entre les plantations d'oliviers ou d'amandiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils ont une autre rationalité. Au lieu de parler de reconversion, substitution, ils ont fait de la diversification. C'est pas plus mal. Non, évidemment. Non, mais je veux dire, et en plus de ça, l'idée a été rappelée par Sehmoud, le fait de considérer que la céréaliculture n'est pas rentable.
qu'est-ce que ça implique au niveau analyse? Quand on raisonne comme ça veut dire qu'on se projette automatiquement dans l'économie de marché. La grande majorité de nos exploitations agricoles sont des agricultures familiales qui ont une autre rationalité que la rationalité strictement économique et financière en termes de rentabilité. Et je vous donne un exemple qui va nous ouvrir le débat sur une question sur laquelle je suis sûr que Ahmed doit avoir des idées. Les céréales. Donc, on a dit la reconversion, c'est ce qu'on appelle la culture associée, la culture intercalaire. Intercalaire, c'est entre les lignes. Entre deux terrains. D'ailleurs, au moment les agriculteurs, ils avaient vu venir au moment où les entreprises recrutées par les services de l'État venaient pour planter, les agriculteurs, les propriétaires des terrains exigeaient à ce qu'il y ait un espacement précis entre les lignes et lèches, de manière à ce qu'ils puissent passer par les tracteurs après ou la moissonneuse-batteuse pour continuer à faire leur céréaliculture. Est-ce que je peux juste faire réagir, parce qu'on a un représentant quand même des agriculteurs, le président de la Comader, Ahmed Ouiache. Quelle réaction par rapport à cette étude et à ces résultats d'études qui ont été menés, entre autres, par professeur Zgdoni? Ça a été fait pour le compte de l'État, pour l'agence pour le progrès. C'est une étude qui a été convenue dans le cadre de l'accord entre les autorités marocaines et les autorités américaines, que tout le projet doit faire l'objet. Donc c'est une évaluation externe, neutre. D'ailleurs, le chef du gouvernement vient de présider la 3e session. Et le rapport a été approuvé par les autorités du Conseil d'orientation stratégique de l'agence Millennium Challenge Account, donc MCA Maroc. Quelle réaction, Ahmed Ouiache? Réaction de... Moi, je suis représentant des agriculteurs, d'accord, mais je suis aussi agriculteur. Il faut le préciser. Et d'ailleurs, normalement, les agriculteurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est très important. S'il arrive à mettre... Mais est-ce qu'il y a une reconversion ou diversification? Voilà, telle est la question. C'est juste si je peux préciser très rapidement et répondre concrètement à votre question. Là, d'abord, il n'y a pas de tabou de reconversion. Effectivement, il y a des fois, on dit sécheresse, pas sécheresse, retard de pluie. Personnellement, je suis sous la tutelle de personne. Je suis agriculteur. Quand il ne pleut pas, personne d'ailleurs n'a la vocation de faire tomber la pluie. Ce n'est pas le ministère de l'Agriculture qui laboure mes terres, ce n'est pas le ministère qui moissonne mes terres. Je n'ai pas de pluie, personne n'a la vocation de faire tomber de la pluie, c'est comme ça. Donc déjà, on évacue le problème de tabou là. Bien que l'Arabie, il a raison, il y a quelques années, on ne peut pas dire que le Maroc, il y a la pauvreté. Là-dedans. Aujourd'hui, il y a l'INDH, il y a Sa Majesté qui fait pas mal de campagnes pour aider les pauvres, etc. Et tout le monde applaudit. Donc voilà, on évacue le problème. On n'a rien à cacher. Nous n'avons pas parlé de pauvreté et ce n'est pas le débat. Est-ce que, je reviens à cette question de reconversion... Je reviens à la question. Il a deux réponses à cette question. Il a d'abord une réponse technique. Alors la technique, c'est possible, pourquoi ne pas le faire? Et on a vu des cultures qui sont donc mixtes. Les Américains les pratiquent, les Français, les Européens les pratiquent, les Marocains aussi, et les pays africains comme la Tunisie. Même nous, Marocains, des fois, on peut mettre au milieu des agrumes des choses, des trucs, et quand les agrumes ont un port tellement développé, donc ça veut dire qu'il y a de la lumière, il n'y a pas de soleil qui arrive, on enlève ce qui est en intercalaire. Donc ça, au niveau technique, si c'est possible, il faut le faire. Il faut exploiter tous les centimètres carrés d'une exploitation, d'autant plus, si l'Arabie Zgdoni peut le confirmer, il s'agit des petites parcelles qui sont dans des zones montagneuses. Donc, pratiquement, c'est du jardinage parfois. Ça, c'est du jardinage parfois. Nous n'avons pas les exploitations. Et le Maroc, c'est comme ça. 75% des superficies, vous pouvez me corriger, il n'y a pas de problème, ont une superficie inférieure à 5%. Donc, c'est 5 hectares. À 5 hectares, pardon. Merci, madame. Donc, nous ne sommes pas dans un schéma australien, nous ne sommes pas dans un schéma américain, argentin. Parce que vraiment, c'est très, très important. Même des pays comme le Mexique, un agriculteur, il a 45 000 hectares à lui tout seul. Donc, on n'est pas dans ce schéma-là. Donc, si techniquement c'est possible, il faut le faire. Et après, l'agriculteur, je pense, il raisonne. Quand il voit qu'il ne récolte pas de céréales, il va enlever les céréales le temps que les petites plantes d'olivier et d'amandier, ils vont grandir.
Et là, il y a de l'ombre pour la culture associée. Alors là, il sait ce qu'il fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut l'autoriser sur le plan économique. À chaque fois qu'il peut gagner un peu plus d'argent, il ne faut pas le bloquer. Vous savez, madame, il y a 30 ans. Mais qui le bloquerait? Vous parlez de blocage. Justement, je vais vous préciser de quoi il s'agit. Il y a 30 ans ou 40 ans, l'assolement dans les périmètres irrigués était obligatoire. Vous avez l'obligation de cultiver la betterave et de cultiver, par exemple, le tournesol, les cultures industrielles, parce que le schéma de développement à l'époque, pour rentabiliser l'investissement qui sont les barrages et faire arriver l'eau jusqu'aux exploitations, on vous précise et vous signez des documents obligatoires que vous devez faire ces cultures-là. Donc, on a abandonné ça et on a laissé, c'est le marché qui définit la culture qu'il faut mettre en place. Alors, dans ce cas-là précis, donc, si la réponse est affirmative dans les deux cas, technique, c'est possible, pourquoi pas? Et d'ailleurs, je pense même la fertilisation, c'est-à-dire l'apport des engrais, ça va se raisonner. Donc, il faut peut-être accompagner. Et je pense, si Zgdoni va être d'accord avec moi, il faut accompagner l'agriculture dans ses choix. L'année dernière, on a parlé d'une année quasiment record. Je peux dire quasi 100 millions de quintaux de céréales. De 2017, voilà, juste voilà. De 2017. Oui, voilà. Pour vous faire simple, j'arrondis, disons 5 millions d'hectares de superficie céréalière. Je fais le ratio. Production sur superficie, ça me donne quoi? Ça me donne rendement. Rendement, oui. 20 quintaux à l'hectare, au plus. Au plus. J'ai ici le graphique d'évolution des rendements depuis 1960. La tendance, c'est qu'on est passé من 60 tel 2015-2017 de 7 hectares et demi à 14-15. C'est-à-dire en 50 ans, 60 ans, on a multiplié par 2. Mais quand vous divisez sur la durée, c'est insignifiant, le gain de productivité. Ce qui m'amène, c'est Ahmed, quand il a évoqué qu'avant, l'assolement était obligatoire dans les périmètres d'irrigation, de grande hydraulique. D'abord, on a les périmètres irrigués. Une part importante, non négligeable des superficies situées dans les périmètres irrigués est consacrée à la céréaliculture. Quel est le rendement qu'on fait de céréales dans les périmètres irrigués, en moyenne? 30-35 quintaux, il peut me dire, c'est l'arbère, tu n'es pas bien informé. Dans les périmètres irrigués, alors que dans le bourg, بحال في السايس, بحال في الغرب, zone le haut-غرب, في العبدة, les agriculteurs في الشاوية, en bonne année, ils font 50 quintaux à l'hectare, 60 quintaux à l'hectare, en pluvial. En pluvial, voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la céréaliculture, au niveau national et donc en irrigué. Pourquoi les agriculteurs ne cherchent pas à accroître la productivité d'une céréaliculture alors qu'elle est dans un périmètre irrigué? C'est la question que le ministère devait se poser. C'est dommage que le ministère n'ait pas pu être représenté sur ce plateau pour répondre à cette question. Rien que le gap, il l'a dit, on a travaillé sur un programme d'intensification de la céréaliculture en 2000, à l'époque du premier gouvernement dit d'alternance. On a travaillé ensemble sur le programme de sécuriser 60 millions de quintaux. En mettant le paquet d'abord sur les périmètres irrigués. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les agriculteurs conduisent les céréales dans des périmètres irrigués, c'est comme s'il s'agit d'une céréaliculture en bourg. J'explique. Quand il pleut assez, pourquoi voulez-vous qu'il aille irriguer avec de l'eau facturée? Quand il ne pleut pas assez, ils peuvent utiliser une partie de l'eau d'irrigation, les tatalo, pour irriguer la céréale. Sauf qu'au niveau des autres paramètres de ce qu'on appelle l'itinéraire technique, c'est de la céréaliculture de bourg, domiciliée dans un... Il y a là la seule différence, c'est l'élément. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose problème d'ILH. De l'encadrement. C'est un grand débat. L'Irshad Filahi, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est mieux placé que moi, peut-être, pour en parler. Il n'y a pas assez d'encadrement? Oui ou non, et après vous continuez. Deuxième chose. Il y a assez d'encadrement? Je ne peux pas répondre par oui ou non. Est-ce qu'il y a assez de... Non. Je ne peux pas répondre par oui ou non. Vous me posez la question, vous me donnez le temps pour répondre. C'est Ahmed,
il a dit qu'il est agriculteur, il est bien placé, il est sur une filière stratégique. C'est la filière semencière. Il y a quand même les multiplicateurs de semences, aussi bien en zone irriguée que dans les bourgs. Ils font des performances extraordinaires en termes de rendement. Exactement. Parce qu'on a une culture sous contrat avec le pouvoir public. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le ministère de l'Agriculture de contracter l'intensification de la céréaliculture dans les périmètres irrigués? Je suis désolé. L'aménagement hydro-agricole a coûté beaucoup au pays. C'est des investissements publics. Oui, on revient au même plan. Là, l'agriculteur est dans l'obligation. Je parle d'agrégation. Je parle d'agrégation des petits agriculteurs par les grands opérateurs. Oui, les opérateurs de grande taille. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est efficient, Ahmed Ouayache? Une petite parenthèse pour compléter ce qu'il a dit, c'est Zgdouni. La question, sincèrement, la question elle est légitime. Oui. La question qui est posée, elle est légitime. Et d'ailleurs, ce n'est pas compliqué, même les périmètres irrigués, le meilleur betteravier, c'est le meilleur céréalier, c'est le meilleur laitier. C'est une question d'agriculture. Donc, le gap, effectivement, il faut essayer de redresser cette situation où on a un agriculteur qui fait des pointes de 80 tonnes de betteraves à l'hectare, et à côté, on a un céréalier qui fait du 15 et plus loin, un autre céréalier qui fait du 60, ou pour ne pas dire 75. Donc, justement, je reviens. D'ailleurs, juste une autre parenthèse, rapidement, et on a évacué le problème de la céréaliculture, cette moyenne que Selharbi a donnée, qui est juste d'ailleurs une évolution qui tarde à décoller, parce qu'il faut essayer aussi, parce que le chiffre moyen de 20 quintaux à l'hectare masque d'autres chiffres. C'est-à-dire qu'il faut voir le rendement en blé tendre, qui a beaucoup donc augmenté, et également le rendement de l'orge qui stagne. Et l'orge, c'est 2,5 millions de quintaux, c'est pas rien, c'est presque parfois 50% de la superficie, mais réservé à des zones marginales où il ne pleut pas. Et on a bien sûr le blé dur aussi, qui n'arrive pas à décoller. Et je pense que les dernières décisions du ministère de l'Agriculture, à savoir produire plus de semences sélectionnées au niveau de l'orge, parce que l'orge, l'utilisation de semences ne dépasse pas 1%. Et pour cela, il n'y a pas de tabou. On dit ce qu'il y a. Donc le ministère de l'Agriculture, il a donné des grands encouragements à ceux qui veulent mettre en place la culture de l'orge et du blé dur. D'ailleurs, il y a même des agriculteurs en plein périmètre irrigué qui cultivent de l'orge il y a 3 ou 4 ans, 5 ans, c'est paradoxal, on ne comprend plus rien. Donc voilà donc une explication à ce schéma-là qui, quand même, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des Marocains, donc notre espoir aussi est de faire progresser tout. Le blé tendre doit progresser, il est en nette progression, et l'orge, il doit progresser beaucoup, parce que quand vous dites que vos chiffres sont exacts, que le Maroc, voilà, exactement, que les Marocains consomment 170 kilos, etc. En moyenne, on prend la quantité, c'est-à-dire qu'on a produit plus pour compléter la balance alimentaire, ce qu'on a apporté, on divise par le nombre d'habitants. Mais à l'intérieur, il ne faut pas oublier que ces céréales, il y a une bonne partie qui est destinée pour produire le lait et produire les viandes. Donc il y a l'aliment de bétail qui est là-dedans. Donc l'orge, c'est surtout l'aliment de bétail. Donc on doit améliorer la culture de l'orge et elle est dans les papiers des pouvoirs publics de ce gouvernement, peut-être même celui qui va arriver, il est obligé quand même d'emprunter cette voie-là pour arriver aux objectifs fixés. Je réponds un peu à votre question, et justement votre question explique également ce retard au niveau de la céréaliculture, c'est l'agrégation. Très bien. L'agrégation en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a un agrégateur et on a des agrégés. L'agrégateur en général, c'est le destinataire final de la production. Il peut être industriel, il peut être commerçant. Les agrégés, ce sont les agriculteurs et ils sont petits, grands ou moyens. Mais le ministère de l'Agriculture, disons les pouvoirs publics, ils ont introduit cette notion d'agrégation qui n'est pas nouvelle. Elle date déjà depuis plusieurs années. On l'a vécu au niveau du sucre, au niveau des cultures oléagineuses, etc. Je reviendrai là-dessus. Donc c'est surtout pour récupérer et pour mettre dans de ce train de développement, de cette locomotive de développement, les petits agriculteurs pour que le plan Maroc vert, on ne le taxe pas, qu'il apporte les subventions aux grands, c'est les grands qui en profitent, etc. Donc, il a introduit cette histoire d'agrégation qui existait dans le temps, mais il lui a donné, ça marche très bien.
Et je vais vous donner, il y a des moments, il y a des secteurs où ça marche très bien, il y a des secteurs où il ne décolle pas. Rien. Et je pense que... Dans les céréales. Voilà, dans les céréales. On est d'accord. Rien. Dans les céréales. Rien. C'est l'armée, on est tout à fait d'accord au niveau des céréales et on va expliquer pourquoi. Justement, je pense que la réponse, vous pouvez parfaitement la deviner. Une culture sous aléa climatique, ça fait peur aux banquiers, ça fait peur aux investisseurs, c'est aléatoire, c'est un danger, c'est une loterie. Donc personne ne veut donc prendre en charge cette agrégation. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas d'autre explication ni du pom-pom, donc c'est clair. Alors, quand on va à l'irriguer, l'agrégation se fait d'une manière aisée. Je prends le sucre. Je prends par exemple le sucre, 2 chiffres 3. D'abord, c'est les petits agriculteurs. La moyenne de la superficie betteravière ne dépasse pas 1 hectare. C'est des petits agriculteurs. Donc, c'est 80 000 producteurs, donc 80 000 familles, c'est beaucoup. Et c'est à peu près 10 millions de journées de travail par an, ce qui est énorme en ce moment où il faut quand même courir pour créer des emplois. Alors, au moment du plan Maroc vert, le rendement sucre à l'hectare, il est de 5 tonnes extractives de sucre. Aujourd'hui, on est pratiquement vers les 15, c'est-à-dire la moyenne européenne. Et tout simplement pourquoi? Il l'a dit, c'est Zgdouni, il y a les semences sélectionnées. Et il y a l'agrégation, c'est-à-dire l'agrégateur qui est un industriel. Au Maroc, on a l'avantage, je dis bien l'avantage, peu importe c'est bien ou pas bien, mais l'avantage d'avoir un seul opérateur organisé, donc qui apporte le financement total. Très bien. Qui apporte la semence et qui achète la production totale à un prix qui est garanti. Alors, au niveau, ça existe aussi au niveau de certaines cultures maraîchères, au niveau du lait et au niveau d'autres cultures. Par contre, au niveau des céréales, il y a donc des expériences qui, malheureusement, n'ont pas abouti suite à ce problème-là de pluviométrie, du côté aléatoire donc, de cette production, qu'on n'est pas sûr d'endettement des agriculteurs, et aussi parce que l'agriculteur, quand l'année est bonne, il vous livre, et je m'excuse, je suis agriculteur, et quand l'année est moyenne, parfois, eux, les marchés sans flambe, ils préfèrent... Donc... Je parle à l'expert, il nous reste 3 minutes, et il y a une question qui me taraude. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler que... Est-ce qu'on peut se mettre à l'évidence, vu ces aléas justement climatiques, que le Maroc pourrait être maintenant, avec les changements climatiques également, un pays semi-aride et prendre les dispositions pour... Professeur Zgdouni, non, vraiment, j'ai besoin de la réponse de l'expert. Rapidement sur l'agrégation, je salue... Deux mots, vraiment. Deux mots, et après vous répondez à ma question. Le plan Maroc vert a capitalisé, je dis bien a capitalisé, sur les expériences antérieures au plan Maroc vert en termes d'agrégation. Les cultures sucrières, ils étaient agrégés bien avant le plan Maroc vert. Très bien. L'élevage laitier, il était bien avant. Exact. Donc, le plan Maroc vert n'a pas ajouté quelque chose de nouveau sur des filières nouvelles. Sur les agrégations. Même les tentatives sur l'oléiculture, sur la filiciculture, ils ne sont pas un succès. Moi, je les ai évalués dans les groupements d'intérêt économique. 40, je les ai évalués, ce n'est pas concluant. Professeur Zgdouni, répondez maintenant à ma question. L'agrégation, il y a effectivement une capitalisation, c'est une bonne chose. L'armée, il y a du nouveau. Okay. Là, il y a du nouveau. D'abord, il y a l'arsenal juridique. En 2 secondes, on le dit. L'arsenal juridique et également les subventions supplémentaires quand il y a le cas d'agrégation. Tu le sais, il y a 20% supplémentaires. Mais les céréales, on est d'accord tous les deux. On n'est pas là pour être l'un contre l'autre. On est d'accord. J'ai une nuance sur les céréales, on est d'accord. Je ne partage pas tout à fait l'argument du fait que ce soit une production hautement soumise aux aléas climatiques, ça n'encourage pas les investisseurs. Un exemple. Un exemple de notre agriculture d'actualité sur lequel tu es bien placé, tu es très engagé. Pourquoi l'agrégation par la Sonacos sur la multiplication de semences marche? Ce sont des céréales en pluvial. Très bien. Voilà un exemple qui marche, les multiplicateurs de céréales en zone pluviale, et ça marche. Pourquoi on Donc, dernière question, et vraiment, messieurs, dernière question. Oui. Comment pouvons-nous sortir de la dépendance à la pluviométrie pour clore cette discussion? Ahmed Ouayesh. Sortir de la dépendance, vous savez que le Maroc a été dernièrement au niveau de la COP22 un leader au niveau donc de ce changement climatique. Il y a le triple A qui a été initié et encouragé par l'État, par le gouvernement dans sa globalité. Et je pense que c'est un parcours long.
c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire d'un ministre, d'un gouvernement. C'est l'affaire de tout le pays, donc où il y a les opérateurs, où il y a les pouvoirs publics. Donc chacun doit jouer son rôle. Et on est en train de... Pas mal de chantiers qui ont été ouverts depuis la COP 22, et même bien avant, 5 ans bien avant, au niveau de la reconversion, au niveau donc de limiter les cultures qui sont très consommatrices en eau, parce qu'il faut aussi avoir des cultures à très haute valeur ajoutée. Mais le marché, j'avais toujours parlé moi du marché, il est en train de faire un équilibre, parce qu'il ne s'agit pas non plus de produire énormément, même produire mieux et proprement, mais il faut vendre. Et nous savons que les marchés sont congestionnés, il y a des problèmes d'écoulement qu'on a vécu les dernières années au niveau des agrumes, donc au niveau d'autres cultures, surtout les agrumes. Donc on est en train de diversifier donc, donc les pays où on exporte. Il y a l'Afrique qui s'ouvre. Si demain on a un marché qui est très demandeur dans le cadre de ce partenariat africain, donc on va là aussi possible de mettre les cultures sous irrigation. Si on a l'eau, on le fera. Mais j'insiste qu'il faut quand même qu'on réfléchisse en profondeur parce que le Maroc est dans une zone qui va être difficile, c'est le pourtour méditerranéen où même les experts les plus optimistes donc, sont inquiets. Très bien. Une dernière réponse. Sur cet aspect-là. Au passage, rapidement, j'aurais aimé qu'on en discute un peu plus. C'est que les options qui ont été prises et qui ont été, j'allais dire, encore amplifiées par les choix qui ont été faits dans le cadre du plan Maroc vert, ont poussé encore davantage vers l'intensification par la mobilisation des ressources en eau. Très bien. Qui est en train de générer des effets préjudiciables à moyen et long terme. On parle de la reconversion du gravitaire au goutte à goutte. On avance en argument comme quoi le goutte à goutte est plus économe en eau que le gravitaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des études de terrain, des thèses, des doctorats, des travaux de fin d'études. Ce n'est pas Ahmed qui va me contredire. Le fait que ça soit fortement subventionné, quasiment à 100% pour les exploitations de moins de 5 hectares. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, voyant qu'ils peuvent utiliser cette eau, au lieu d'économiser le volume d'eau, ils ont étendu les superficies irriguées. Et on a encouragé dans certaines zones fragiles comme les oasis, par le biais de cette subvention tout azimut, du goutte à goutte, à produire les pastèques, au moment où on assèche une composante essentielle de notre culture marocaine, les oasis, le palmier dattier. Donc voilà, ce n'est pas que les concepteurs ont voulu faire ça, c'est que tout ça montre qu'il faut être vigilant et surtout doter les politiques publiques d'un système rigoureux de suivi et évaluation. Professeur Sgudoni, pour répondre à la dernière... Pardon. Vraiment, il nous reste plus de temps. Ça veut dire que la géographie, on ne la change pas. Vous dites, est-ce qu'on peut soustraire le Maroc? Impossible. Ah non, le Maroc est un pays aride. Il faut faire avec nous. Et donc, il faut investir dans des alternatives sur l'agriculture pluviale, sur la zone non irriguée. Ce qu'on n'a pas fait en termes de recherche, en termes de développement, en termes de transfert de technologie, en termes d'encadrement, de vulgarisation, sur lequel malheureusement on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui. Merci messieurs, la discussion fut fort intéressante et enrichissante. Voilà, c'est la fin de Éco-Débat ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur notre antenne.